Alors nous étions cinq filles. Nous sommes rentrées dans le musée et on a été accueillis par Laure-Hélène, une jeune fille très souriante. Alors bonjour à toutes. On va parler d'une toute petite séquence de cette histoire de la ville de Marseille. On va parler d'une période très particulière qu'on appelle l'Antiquité tardive. Donc on va parler du tout début du Moyen-Âge, de la fin de l'Antiquité, à peu près le 4e siècle après Jésus-Christ, le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on a de la chance au musée d'histoire parce qu'on a pas mal de collections qui nous parlent de cette période, pas mal d'objets anciens qui ont été retrouvés dans des fouilles archéologiques, qui vont nous permettre de découvrir comment cette ville de Marseille, entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, est devenue une ville chrétienne. Puisque au Moyen-Âge, la majorité des gens qui habitent à Marseille sont des chrétiens, la grande majorité. Jésus, il serait né quand ? En l'an 0. C'est à partir de l'an 0 qu'on compte les années, c'est à partir de la naissance théorique de Jésus. Mais avant que les premiers... Donc Jésus, il a existé au 1er siècle après Jésus-Christ, mais avant qu'il y ait les premiers chrétiens qui arrivent ici dans notre région, à Marseille, il va falloir beaucoup de temps. Les premiers chrétiens qui sont repérés ici, à Marseille, c'est 4e siècle. Donc 400 ans après la mort de Jésus. Ça a mis du temps. Laure-Hélène était une dame... C'était vraiment très agréable de filmer avec elle parce que déjà, filmer c'est agréable et en plus avec Laure-Hélène c'est encore plus agréable parce que quand elle expliquait en improvisant. Elle n'avait pas une feuille qu'elle regardait tout le temps. C'était agréable qu'elle nous regarde à chaque fois qu'elle parle. Elle connaissait par cœur. Et on voit la présence de ces chrétiens par ce qu'on appelle les rites funéraires, c'est-à-dire la manière d'enterrer les morts, ce qu'on va trouver sur les tombes. On peut trouver des objets avec des signes chrétiens, etc. On va trouver aussi ce qu'on appelle... Épitaphe de Fédula. Donc ici, on a une épitaphe qui a été retrouvée au 19e siècle près de l'abbaye Saint-Victor. Donc cette épitaphe, cette stèle a été cassée sur une partie. Alors à cette époque-là, les femmes mariées sortent toujours couvertes, avec un voile. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une religieuse, c'est juste que quand on est marié, quand on est... Juste après, on a vu une petite tablette où il y avait une description de la personne qui était dans le tombeau, qui était dans le sarcophage. Il y avait une jeune dame dessinée sur la tablette avec les bras ouverts de chaque côté. En fait, il faut imaginer que ces premiers chrétiens, quand ils ont décoré leur stèle funéraire, quand ils ont décoré les premiers objets, ils ont souvent repris ce qu'on appelle une iconographie, c'est-à-dire une manière de représenter des images qui n'étaient pas chrétiennes à l'origine, qui étaient des images païennes, qui étaient des images qui venaient des traditions romaines. Cette image-là, de la personne qui est en train de faire ça, c'est une image traditionnelle chez les Romains pour représenter la piété, c'est-à-dire la religion. Lampe à huile. Elle nous a montré des lampes à huile. Ça, c'est un symbole chrétien. Et il y a la croix dont je parlais, le chrisme, c'est celle-là. Nous a expliqué à quoi ça servait. Elle nous a posé des questions, nous lui avons aussi posé des questions. Toléré parce qu'il y a eu une époque où les chrétiens ont été persécutés. C'était aussi une manière de se reconnaître entre chrétiens discrètement, par une espèce de signe un peu codé, qu'on appelle un crypto-symbole. Juste après, nous sommes allés voir les sarcophages. Et Laure-Hélène nous a expliqué qu'il y avait un sarcophage où il y avait un saint dedans. Alors c'est une découverte assez incroyable qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, en 2003, dans la rue Malaval à Marseille. Donc c'est près du boulevard des Dames, à peu près. On construisait un parking et là les archéologues, les ouvriers du chantier sont tombés sur des vestiges archéologiques. Les archéologues sont venus et ont fait cette découverte. On a découvert ce qu'on appelle une basilique paléo-chrétienne, c'est-à-dire que c'est un édifice, un monument qui avait été construit au 5e siècle, qui avait été construit sur une tombe privilégiée, sur une tombe très importante. Et qui, les archéologues l'ont fouillé, ils ont enlevé les plaquages en marbre, ils sont allés voir ce qu'il y avait en dessous, et là ils ont trouvé 2 sarcophages. Donc les sarcophages, ce sont des coffres dans lesquels on range les morts, c'est ça le sarcophage, d'accord ? Mais il y en avait 2 à l'intérieur de cette tombe privilégiée qu'on appelle une mémoria. Et à l'intérieur de ces sarcophages, il y avait des cercueils en plomb. Et il y avait 2 hommes qui ont été enterrés là, puisqu'on a retrouvé les squelettes. Les anthropologues ont fait une étude, se sont rendus compte que c'était 2 hommes
Il n'y avait pas leur nom, hein, évidemment, marqué dessus. Et ensuite, il y a eu un culte qui s'est développé autour de cette tombe. C'est-à-dire que les gens, les Marseillais chrétiens, sont venus se faire enterrer autour de cette tombe privilégiée, sans doute parce que ces personnages-là étaient des personnages importants. Peut-être qu'ils étaient considérés à l'époque comme des saints. Vous savez ce que c'est qu'un saint pour les chrétiens ? Du coup, juste, elle nous a montré un peu le sarcophage principal et tout ça. Pourquoi, à votre avis, ils se font enterrer comme ça au plus proche de la Memoria ? Pour être plus proche des saints. Et parce qu'ils pensent qu'est quoi, ces premiers chrétiens ? S'ils sont plus proches des saints, ils vont le devenir. Qu'est-ce qui va se passer après leur mort ? Le paradis. Et oui. Que plus ils sont proches des saints, plus ils iront au paradis. Il y a un peu cette idée-là de se dire, si jamais on se fait enterrer dans un endroit saint, donc soit dans le cœur d'une église, près d'une tombe sainte, etc., eh bien, comme c'est sûr que les saints ils vont aller au paradis parce qu'ils ont mené une vie... Enfin, ils ont plu à Dieu, et ben du coup c'est comme si Dieu allait faire une sorte de convoi groupé, hein, quand il va monter les saints, hop, il va monter tout le monde en même temps. Le seul endroit à Marseille où on peut voir encore des vestiges très importants pour le coup d'une église du 5e siècle, c'est Saint-Victor de Marseille. Il s'agit sans doute, comme à Laval, d'une basilique funéraire, c'est-à-dire d'un monument qui a été créé sur une tombe privilégiée, sur la tombe de quelqu'un d'important. Alors si l'abbatiale s'appelle Saint-Victor, on a associé cette tombe privilégiée à un saint connu localement qui s'appelle Victor. Alors l'histoire de ce saint, je vous la raconte brièvement. Le principe de l'histoire des saints, c'est que il y a beaucoup de légendes aussi derrière. On raconte que ce fameux Victor était un Romain, un soldat romain chrétien. Et qu'il aurait vécu au début du IVe siècle, et peut-être pendant la fin du IIIe siècle ou début du IVe siècle, il aurait refusé de sacrifier au culte de l'empereur, hein, selon la religion polythéiste, et que par conséquent il aurait été martyrisé par les Romains ici à Marseille. Alors les récits qui racontent les morts des martyrs chrétiens sont toujours très pittoresques. Et les archéologues, Michel Fixot et Gabriel Desmions d'Archimbault, à l'époque où ils ont fait les fouilles archéologiques, ils ont trouvé des sarcophages. Mais alors pas des sarcophages comme à Malaval, pas des sarcophages simples comme à Malaval. Ils ont trouvé de très beaux sarcophages, et des sarcophages, ce qu'on appelle historiés, c'est-à-dire avec des décors dessus. Ce qu'on a retrouvé concrètement dans la fouille, c'est le sarcophage en pierre, avec son couvercle et tout, hein, et puis à l'intérieur, le corps de la jeune femme, qui n'était pas juste un squelette, qui avait subi un traitement particulier, une sorte d'embaumement. C'est-à-dire que son corps avait été, et les tissus qui l'entouraient avaient été partiellement conservés. C'est pour ça qu'on a pu proposer une restitution de cette jeune fille, enfin une hypothèse. Je vous parlerai de la dernière scène ensuite. Donc une jeune fille qui avait été vraiment préparée, il y avait eu un rite funéraire très abouti. Donc le squelette a été étudié, on s'est rendu compte que cette jeune fille qui est morte sans doute très jeune, on n'a pas son nom, elle est morte vers 20 ans, elle avait sans doute eu la polio. Donc c'est une maladie qui va déformer les jambes notamment, parce qu'on a vu sur le squelette qu'elle avait une jambe qui était beaucoup plus... qui était atrophiée, quoi, qu'elle devait boiter cette jeune fille. Elle avait été entourée par des bandelettes, on l'avait recouverte avec une sorte de cotte, une robe longue. On l'avait ensuite entourée dans un linceul, donc le voile sur la tête. Sous la tête, vous avez vu qu'on avait un petit oreiller avec des fleurs. Et il y a eu aussi des dépôts de fleurs à plusieurs endroits sur son corps. Là, c'est pas une invention des archéologues, hein. Là, c'est pas juste pour faire joli qu'on a mis des fleurs, c'est tout simplement, il y a une discipline de l'archéologie qu'on appelle la palynologie. C'est l'étude des pollens, parce qu'au fond du sarcophage, on a retrouvé du pollen de fleurs, et qu'aujourd'hui, on est capable de dire à quelle espèce de fleurs appartiennent ces pollens. Donc alors je ne pourrais pas vous dire de quelle espèce de fleurs il s'agit, mais enfin bon, vous voyez que c'est des fleurs violettes, des fleurs jaunes et des fleurs blanches, mais ça, c'est pas une extrapolation des archéologues. Donc vraiment une grande attention portée à sa dépouille, autour de la tête une couronne de laurier, et vous avez vu sur le front une petite croix en or. La jeune fille. Va-t'en! Ah, va-t'en! Disparais, odieux squelette! Je suis encore jeune. Va-t'en et ne me touche pas! Son pied est déboîté, mais pourquoi elle est morte? On ne sait pas, peut-être c'est les suites de la polio, je ne sais pas. La polio, c'est une maladie qui a été éliminée en France il n'y a pas tellement de temps, puis il y a encore quelques cas de temps en temps, mais je sais pas si on sait de quoi elle est morte. Parce que ça, normalement, les anthropologues, donc c'est une discipline de l'archéologie,
Ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'étude des squelettes. Peut-être vous avez vu la série télévisée Bones. Oui. Elle est anthropologue. Bon, elle, c'est pour les enquêtes policières, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, les anthropologues, ils viennent, ils regardent les ossements, hein, c'est pas dégoûtant comme dans Bones, c'est beaucoup plus net, hein, parce qu'on n'a plus que les os, en général, et les dents. Et ils vont essayer de déterminer plusieurs choses. Ils vont essayer de déterminer, par exemple, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc ça, c'est assez facilement reconnaissable, juste quand on n'a que les os, hein, puisqu'on n'a que les squelettes, par la forme du bassin. Ensuite, ils vont essayer de savoir quel âge avait la personne qui est morte. Alors si tu vois que les os à cet endroit-là sont très usés, hein, l'endroit où le fémur a travaillé contre le bassin c'est très usé, ça va être une personne assez âgée. C'est les vieux, ils ont de l'arthrose en général, Oui, donc mais on le voit. Mais Après, précis. on a d'autres critères pour dater les squelettes, et le critère principal, ça va être les dents. Parce que les dents, elles nous donnent beaucoup d'indices. Par exemple, un enfant, il a des dents de lait. Donc on va savoir on sait à peu près à quel âge commencent à tomber les dents de lait, à quel âge elles finissent, donc on va pouvoir dater l'âge d'un enfant en fonction de ça. Il y a aussi la question des dents de sagesse. Avec les dents de sagesse, elles poussent à partir de, 18 ans, puis ça peut continuer à pousser, les miennes ne sont pas tout à fait sorties, donc jusqu'à 35 ans, allez, mettons. Donc ça vous donne une fourchette. Si on découvre un squelette avec des petites dents de sagesse, on va pouvoir dire, ah bah tiens, c'était sans doute un jeune adulte. Les anthropologues cherchent à savoir ça. Et comment il est mort, voilà, c'était ça je voulais arriver, comment est morte la personne. Donc est-ce qu'il y a un coup, est-ce que la personne a pris un coup d'épée, est-ce qu'elle est morte de maladie, est-ce qu'elle est morte sans doute de vieillesse, est-ce que c'est suite à un choc, voilà, des choses comme ça. Va-t'en, va-t'en, disparais, odieux squelette. Je suis encore jeune, va-t'en, et ne me touche pas. La mort. Donne-moi la main, douce et belle créature. Je suis ton amie. Tu n'as rien à craindre. Laisse-toi faire, n'aie pas peur. Viens doucement dormir dans mes bras. Scène 14 première. On est allé à l'abbaye Saint-Victor, puis on est descendu dans la crypte avec Manuel Molinière, qui est un archéologue et qui a participé aux fouilles de Malaval, qui a découvert Malaval d'ailleurs. Il nous a amenés dans la crypte, donc. Il y avait une architecture particulière avec des arcades, des colonnes, des croix, un autel et des dalles funéraires aussi. On a visité la chapelle Saint-André, la chapelle Saint-Lazare et la chapelle Notre-Dame de Confession. Scène 4, seconde, action. Nous sommes toujours dans la chapelle Saint-Lazare. Cette grotte rupestre où fut enterré Victor du temps de Rome lorsqu'il a été martyrisé. Il nous a parlé de Saint Victor, qui était un Romain, mais qui était de confession chrétienne. Et donc, les Romains voulaient le martyriser, mais ils n'arrivaient pas à le tuer. Ils ont essayé de plusieurs façons, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, en fin de compte, ils l'ont tué avec une roue à aube, dans mes souvenirs. Et il est mort. Et du coup, on a fait une abbaye à son nom. On a vénéré la tombe de Victor en ces lieux. Mais lorsque le christianisme est devenu la religion officielle, au 5e siècle de notre ère, cette grotte reste une grotte vénérée, mais on va bâtir un nouveau bâtiment, un bâtiment à atrium, qui va devenir la première basilique de Saint-Victor à l'époque paléolithique. Scène 5, deuxième, action. Nous sommes maintenant dans la chapelle Notre-Dame de Confession, toujours dans les cryptes de l'abbaye, à proximité de la chapelle Saint-Lazare où est enterré le Saint-Victor. Et cette chapelle Notre-Dame de Confession est ce qu'il reste d'un monument construit au 5e siècle après Jésus-Christ, lorsque le christianisme devient la religion officielle de l'État romain et que les premières églises sont bâties. Celle-ci se caractérise par des nefs avec des arcades, par des colonnes au fond, et jusqu'à nos jours, elle sert encore de lieu de célébration, comme en témoigne l'autel devant nous. Sous cet autel, dans la roche, on aperçoit des tombeaux creusés. Ce sont ces premiers chrétiens qui sont venus s'enterrer autour de la tombe de Victor. Nous sommes maintenant dans le prolongement de la chapelle Notre-Dame de Confession. Nous sommes très exactement dans la chapelle Saint-André, c'est-à-dire la partie de l'église du Moyen-Âge qui va être bâtie sur le bâtiment ancien. Derrière les grilles, on aperçoit des sarcophages superposés, parfois jusqu'à 7 rangs d'épaisseur, qui témoignent de cette volonté d'être enterrés près de ce bâtiment pour être près du Saint-Victor. Ensuite, on est remonté pour voir le tombeau de la jeune fille dont on va beaucoup parler.
dont on ne connaît pas le nom, mais qu'on sait qu'elle a environ 20 ans. On a appelé le tombeau de la Traditio Legis, parce que c'est la Traditio Legis qui est représentée dessus, avec Jésus qui donne les lois à Pierre et Jean. Et le tombeau est fait en roche locale et pas en marbre. Il est en forme de toit, comme une dernière demeure. Et la jeune fille aussi, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a une petite croix en or sur le front, qui est conservée au musée d'histoire de Marseille. 11 première. Nous sommes maintenant dans l'église supérieure, c'est-à-dire au-dessus des cryptes. Cette église supérieure dont on voit l'architecture militaire lorsqu'on est à l'extérieur du bâtiment. Ce bâtiment est très ancien, il date du Moyen-Âge, 13e, 14e siècle, construit par Isarne, Hugues de Glasignis et Guillaume de Grimoire, qui va devenir pape sur le nom de Urbain V. Mais ce bâtiment a connu des problèmes, il s'est affaissé. Et dans les années 1970, il y a eu des travaux destinés à le restaurer. Et c'est à l'occasion des travaux de restauration dans ce bâtiment que des fouilles archéologiques ont été entreprises et que de très nombreuses tombes ont été retrouvées, ces tombes dont je vous parlais tout à l'heure, qui venaient entourer le bâtiment paléochrétien. Ce sarcophage, nous l'avons sous les yeux, il contenait les restes d'une jeune femme, mais le sarcophage lui-même est une pièce exceptionnelle parce qu'il a des décors chrétiens de première facture. Au centre, on a le Christ en train de remettre la loi aux apôtres Pierre et Paul. Sur la gauche, une scène de l'Ancien Testament avec la main de Dieu qui retient le couteau d'Abraham qui va égorger son fils. Et sur la droite, une scène du Nouveau Testament où Jésus-Christ guérit l'aveugle en lui imposant ses mains. Et ce qui est très surprenant, c'est que c'est le seul sarcophage décoré qui a été retrouvé parmi les 200 tombes mises au jour lors des fouilles. Un petit mystère donc pour cette jeune femme morte à l'âge de 20 ans, mais qui, comme vous avez dû le voir au musée d'histoire, emportait avec elle dans sa tombe de très beaux bijoux en or, dont une petite croix posée sur son front, qui fait partie des pièces les plus remarquables de cette époque que l'on connaisse à Marseille. Chère Victoria, nous savons si peu de choses sur toi. À l'aide des archéologues, nous avons tenté, petit à petit, de reconstituer ta vie. Ton nom nous est inconnu. Alors, nous t'appellerons Victoria, puisque c'est un mot latin qui veut dire victoire, celle que tu n'as pas forcément eue sur ta maladie, et qui fait allusion à l'endroit où l'on t'a trouvé. Nous sommes 5 ou 7. Ta vie, nous ne la connaissons pas. Et avec les 16 siècles qui nous séparent, nous l'avons reconstituée à notre manière. Tu t'appelais Victoria. Très jeune, on te maria. Tu avais une santé fragile. Tu étais très fortunée, car tes parents étaient de riches marchands. À moins qu'ils n'aient été rois ou nobles. Peut-être vivait-il dans un château des alentours de Marseille. Avais-tu une chambre à toi, des frères ou des sœurs? Aimais-tu ton mari? Étais-tu amoureuse de lui? Ton mariage était-il forcé ou d'amour? Quel genre de vêtements portais-tu? Et de quelle couleur était-il? Avais-tu déjà écouté de la musique? Et comment? Était-ce fréquent à ton époque? Souffrais-tu de ta maladie? Pour ta mort, y a-t-il eu une procession ou une cérémonie où tous les habitants du village marchaient habillés en blanc et portaient des fleurs pour t'accompagner vers ta dernière demeure? Victoria était une très belle jeune fille, surtout que tout le monde voulait, bien sûr. Elle était de très grande taille, avec des cheveux ondulés, très longs d'ailleurs. Elle était un peu bronzée, avait une taille de mannequin, bien sûr. Tu t'appelais Victoria, tu entendais des voix. Jusqu'à ton mariage, tu les ignoras. Tu t'es mariée jeune avec un homme largement plus vieux que toi, et vous avez donné naissance à 3 filles. Tu t'étais mariée à l'âge de 18 ans. Tu t'étais mariée de force. Tu portais quelqu'un d'autre dans ton cœur. Mais la guerre qui sévissait mit fin à votre bonheur, et ton mari dut partir pour combattre à son tour. Ou devrais-je dire au château, tu ne manquais de rien, si ce n'est que ton mari te manquait. C'est une très jeune dame qui se nommait Laetitia. Elle avait tout juste 22 ans. Mais comme dirait une femme amoureuse, l'homme en a pas d'âge. Tu portais du bleu, du vert et de l'indigo, signe de ta noblesse, et tu avais de longs cheveux bruns. Hélas, tu souffrais d'un mal encore inconnu,
et sentait ta mort proche. Le jour où la nouvelle de la mort de ton mari tout parvint, tu entras dans une rage terrible et décidas de le venger. Tu laissas tes filles aux mains de leur nourrice. Un cri tellement aigu que la table en cristal qui t'avait offert se brisa. Tu avais un cheval et une armure d'homme, mais tes cheveux longs te trahissaient. On t'appelait la Dame du Sud. Rapidement, tu pris la tête des troupes alliées et retrancha l'ennemi jusqu'aux frontières du royaume. Tu achevas de les tuer tous jusqu'au dernier et fis prisonnier leur chef pour le ramener au roi. Puis, épuisé par tes efforts et ta maladie, tu mourus sur ton cheval alors que tu entamais le chemin du retour. Qu'il t'apporta, et quand tu pus, tu t'effondras et ne bougeras plus. Ce fut un paysan qui retrouva ton corps. La Dame du Sud fut beaucoup pleurée et la cérémonie de ta mort fut grandiose. Comme tu avais été bonne chrétienne jusqu'à ta mort, on te fit un tombeau sculpté et une petite croix en or que tu portas jusqu'à ce que les archéologues du XXe siècle te retrouvent à la chapelle Saint-Lazare. Filmer, c'est pas très compliqué. Il y a plein de détails à filmer. On a appris à zoomer, dézoomer. On a appris à faire le point. On a appris le son, surtout. Parce que si on n'entendait pas Laure-Hélène, on ne comprenait pas le sens, le sens du film. Donc il y avait une personne qui gérait le son, une personne qui faisait les photos, une personne qui filmait. Il y avait Sandra, Jessie, Loane, Clémence et moi, Alice.